voulais appeler sur scène avec moi le docteur Jacques Lucas. Jacques Lucas, vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le délégué général au système d'information en santé. On voulait le convier sur scène pour qu'il nous fasse une sorte de synthèse de ce qu'il a entendu ce matin, parce qu'il a toujours un verbe incroyable. Et je pense que ce qu'on vient de raconter, et ce que vient de dire Guy Valencien notamment, a dû vous inspirer. On parle... Finalement, la question finale, je vais reprendre le titre du livre de Guy Valencien, « Une médecine sans médecin, point d'interrogation ». Parce qu'on voit ces outils de simulation qui deviennent complètement incroyables, qui vont nous former en tant que médecins. On a ces intelligences artificielles, même chose, qui vont nous aider à devenir de meilleurs médecins. Mais à la fin, est-ce que si les machines sont si performantes que ça, on a encore besoin des médecins humains? Ils servent à quoi? Oui, je crois qu'on aura toujours besoin des médecins humains, puisque d'abord les machines, il faut les concevoir, et que les médecins devront être dans la conception de la machine. C'est une première réponse. Alors, Guy Valencien a supprimé, si je puis dire, par la brillance de son intervention, la part philosophique par laquelle je comptais introduire mes propos, mais comme je partage ce qu'a dit Guy Valencien et que la matinée est déjà un peu avancée, je ne vais pas les répéter. Mais après la philosophie, c'est comment on fait. Parce qu'on peut toujours faire des colloques, des séminaires, des conférences philosophiques, mais la philosophie n'a finalement d'intérêt, comme l'éthique ou la déontologie, que lorsqu'elle est opérante et comment on l'utilise dans la vie de tous les jours. Alors je vais redescendre un peu d'un degré par rapport à ces hauteurs, où j'aime bien également parfois me situer, mais j'aime bien aussi me mettre les mains dans la glaise, même en tant que représentant ordinal. Alors, je ne vais pas être très long, rassurez-vous, je vais vous parler de formation avec les outils numériques, avec la simulation, de la compétence, de l'exercice professionnel, des patients, bien évidemment, de la recherche et de l'évolution des métiers, parce que sur l'évolution des métiers, je n'en ai pas entendu vraiment parler ce matin, et je crois que la Société française de radiologie a quelques quand même soucis à se faire au regard des radiologues, compte tenu de l'interprétation intelligente des images par des machines. Et puis enfin, je terminerai par l'acceptabilité sociale, qui est quand même un élément extrêmement important. Le Conseil national de l'Ordre a noué récemment et a passé récemment une convention de partenariat avec la Conférence nationale des doyens. Et que les sujets qui ont été abordés ce matin sur la formation initiale et sur la formation continue vont donc faire partie d'un travail commun entre le Conseil national de l'Ordre et les doyens des facultés de médecine. Ça ne veut pas dire que d'ailleurs les doyens, dans leur faculté de médecine, font absolument ce qu'ils veulent. Le corps enseignant peut manifester lui-même des résistances au changement. Il y a des résistances au changement dans tous les corps professionnels. Alors, tout d'abord, c'est l'objectif de la faculté, c'est de former des médecins, une formation initiale. Il serait souhaitable d'ailleurs que dès la formation initiale, ce ne soient pas des formations en silo, avec les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes, et il faut bien évidemment que très tôt, et le numérique peut permettre de faciliter les choses, ils aient des formations communes ou des formations associées. Est-ce que d'ailleurs les facultés de médecine doivent rester des facultés de médecine ou des facultés en santé ? Et on voit par exemple que le doyen de la faculté de médecine de Tours ne veut plus qu'on parle de la faculté de médecine de Tours, mais de l'université santé de centre, je ne sais plus quel est le nom, j'ai oublié le nom de la région. Les outils numériques vont être nécessaires pour l'apprentissage technique et scientifique du métier. Et on l'a bien vu, jamais la première fois sur une personne. Mais ce qu'a dit Madame Le Lorrain ce matin m'a beaucoup interpellé, mais nous avions peut-être un peu anticipé cela, c'est que plus il y a de formation technique ou scientifique au cours des études, plus le degré d'empathie qu'on ne cesse de rappeler à l'occasion des tables rondes diminue. C'est quand même une interpellation véritable. Et avec la Conférence nationale des doyens,
nous avons prévu, alors je ne sais pas quand et comment ça va se faire, de faire un MOOC. On ne doit plus dire des MOOC d'ailleurs, on doit dire des CLOM. Légifrance a statué là-dessus, des cours libres en ouverture massive. Et j'ai vu qu'on parlait des MOM tout à l'heure, et il faut donc penser à changer l'acronyme, parce que sinon l'Académie de médecine et Légifrance vont être fâchés. Oui. On me dit aussi qu'il ne faut pas dire cloud, il faut dire info nuagique. Donc vous voyez, non, mais enfin, on est dans le délire. Je veux dire que l'empathie, ça ne s'enseigne pas, ça s'éprouve. Je ne vais pas reprendre les propos de Madame Le Lorrain, que j'ai vraiment trouvé tout à fait excellents. Mais ça peut se soutenir et ça peut s'accompagner dans la formation. Il faut donc qu'à côté dans la formation initiale, il faut donc qu'à côté de la formation scientifique et de la formation technique, il y ait une formation aux humanités, je dirais, l'empathie, l'éthique, et l'éthique nous apprend à douter. Or, actuellement, une partie de la formation médicale est celle de la certitude, de l'evidence-based medicine, et Guy Valencien tout à l'heure a bien dit qu'il fallait quand même faire très attention à vouloir tout normer, et qu'il doit rester la part du génie qui n'est pas dans la norme, et puis sur la déontologie médicale. Ensuite, la formation continue. Ce n'est pas parce qu'on vient d'être diplômé de la faculté de médecine ou qu'on a son diplôme d'État d'infirmier ou de kinésithérapeute que l'on est qualifié pour le restant de sa vie. Il y a donc actuellement des dispositifs réglementaires qui ont été mis en place, ça a d'ailleurs été évoqué ce matin également, sur le développement professionnel continu. Mais le développement professionnel continu qui a un peu intégré des outils numériques, c'est un processus qui est assez normé avec des points et que le médecin doit, au bout de 3 ans, a une obligation de DPC, et au bout de 3 ans, il doit donner à l'autorité chargée du contrôle qu'il a satisfait à son obligation, c'est de la réglementation, et cette autorité chargée du contrôle est l'ordre des médecins. Nous allons éviter d'ailleurs de faire en sorte que ce soit des papiers qu'on nous envoie et que les outils numériques puissent rentrer dans cette relation. Et que le DPC peut également se faire en utilisant du e-learning sans nécessairement du présentiel. Mais ce qui est le plus important à nos yeux, ce ne sont pas des processus réglementaires de formation. J'ai bien noté d'ailleurs que les étudiants avaient également un doute puisqu'ils s'appropriaient les outils, mais disaient à la fin de l'examen, on va me donner une note, et que c'était un frein au changement. Et que pour nous, c'est l'acquisition et le maintien de la compétence avec une certification périodique qui pourrait d'ailleurs reposer sur une auto-évaluation permanente. Et c'est ce que nous allons essayer de construire avec l'université, la Conférence nationale des doyens et les organisations professionnelles, avec les sociétés savantes, avec les conseils professionnels des spécialités, en sachant qu'il ne s'agit pas d'un contrôle, mais d'un accompagnement, et vraisemblablement avec la construction d'un outil intelligent. Je ne veux pas parler d'intelligence artificielle, mais c'est quelque chose comme ça, qui permettra aux médecins de s'auto-évaluer et de s'exposer au regard de ses pairs, mais sous des aspects anonymes. Parce que vous savez bien, on dit l'évaluer, se faire évaluer. En tout cas, les médecins détestent, fussent-ils universitaires, d'être évalués par leurs pairs. C'est une démarche qui nécessite une certaine humilité, et elle n'est pas spontanément naturelle. En tout cas, je parle du corps médical, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres corps professionnels. Enfin, je vais vous parler de l'exercice. L'exercice, c'est une compétence scientifique et technique d'abord, et je dirais que c'est en même temps, excusez-moi, ce n'est pas un emprunt à un homme politique, mais c'est quand même en même temps une empathie humaine. Est-ce que c'est rigoureusement en même temps? Je n'en sais rien. Mais si vous avez à choisir, lorsque vous avez une tumeur rare, à choisir un chirurgien qui est absolument odieux, mais qui est hautement compétent, je pense que ça n'existe pas, parce qu'il n'y en a pas d'absolument odieux. Mais vous choisirez bien évidemment celui qui est
le plus compétent. Et donc l'éthique médicale, c'est d'abord la compétence professionnelle et les aspects techniques, et que là, dans l'exercice professionnel, on a bien vu tous les processus d'apprentissage, mais ces processus, ces outils d'apprentissage, ils vont également être destinés à celui qui est déjà diplômé en chirurgie. Jacques Marescot nous a exposé l'autre jour les aspects chirurgicaux avec la robotique. C'est absolument extraordinaire. Mais avant de manier le robot, je regrette que Guy soit parti, mais avant de manier le robot, encore faut-il que quelqu'un l'ait construit et sache exactement ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de médecine sans médecin. Dans l'exercice professionnel, je vais redescendre un peu d'un degré encore, c'est qu'il faut intégrer des outils numériques dans la pratique professionnelle. Et là, la France, vous avez posé d'ailleurs une question tout à l'heure sur le ministère ou la puissance publique, là, la France, en matière de télémédecine et en matière des usages du numérique dans la vie courante, a quand même, alors elle n'a peut-être pas de retard, me dit-on, par rapport à l'ensemble des pays du monde, mais elle en a indiscutablement par rapport au Canada ou au Québec. En particulier, là, il faut secouer les organisations fonctionnelles de l'État, où on retrouve des tas de personnes qui sont stimulantes, intelligentes, prêtes à faire évoluer les choses, mais en groupe, cela crée immédiatement une inertie des bureaux qu'il faut faire bouger. Dans ce fil, il faut intégrer les applis et les objets connectés dans la pratique de la médecine avec une double réserve. C'est qu'il faut que ces applis ou que ces objets soient fiables technologiquement. Et actuellement, on voit tout sur le marché, y compris dans les cardiofréquencemètres que vous mesurez. Si vous êtes en bonne santé, que vous courez avec un bracelet qui va vous surveiller et qui se trompe un peu dans votre rythme cardiaque, ça n'est pas très grave, sauf que vous allez voir votre médecin en disant « mon bracelet me dit que mon pouls n'était qu'à 80 et je suis essoufflé terriblement ». C'est tout simplement que le bracelet ne donnait pas la bonne fréquence. Mais si vous avez déjà eu un problème cardiologique et que l'outil que vous portez n'est pas fiable, vous risquez éventuellement, dans l'exemple que j'ai choisi, un trouble du rythme majeur. Donc il y a une interrogation sur la fiabilité, et puis une deuxième interrogation, je le développerai, rassurez-vous, ça ne va pas être très long, sur la protection des données personnelles de santé. Puisqu'on sait bien qu'en matière d'appli ou d'objets connectés, plus l'appli et l'objet ne vaut rien, plus l'usager l'utilise, et le modèle économique repose sur le marché de la data. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Exactement. Mais c'est quand même un monde économique important. Le processus s'est engagé avec des industriels pour aboutir, après que la Haute Autorité de Santé, comme vous le savez, a fait 101 recommandations aux développeurs sur les applis et les objets, vers un processus de labellisation, en pensant que le citoyen, si l'objet ou l'appli porte un label public, sera plus enclin à l'utiliser que si ce n'est pas le cas. Peut-être, ça reste quand même à déterminer, car on peut aussi vouloir faire le numérique buissonnier. J'en viens donc aux patients. Moi, je n'aime pas trop cette expression. Je pense qu'il s'agit d'une personne malade et que le terme de patient, on l'utilise par usage et par commodité, a encore de la bienveillance, bien évidemment, mais aussi un petit relent de paternalisme qui n'est plus adapté, puisque le patient se revendique à juste titre, d'ailleurs, comme un sujet et non pas un objet de soin, et revendique son autonomie. Et on voit bien que ce que vous avez développé ce matin, que les patients doivent également bénéficier directement et non pas indirectement de ces applis et de ces objets. Enfin, je terminerai par la recherche et les évolutions des métiers. Vous l'avez évoqué dans votre propos introductif, c'est le traitement massif des datas. Alors nous pouvons bien évidemment disserter au regard de la CNIL,
Nous pouvons également disserter au regard, c'est déjà mieux, du groupe des 29 CNIL au niveau de l'Europe, mais comme Clément Goers nous l'a montré en début de journée, c'est quand même dans la Silicon Valley que se passe un certain nombre de choses et que la législation américaine peut être tout à fait en délicatesse ou l'inverse avec la protection des données au sens latin du terme et au sens européen du terme. Et donc il faut mettre de l'éthique dans le traitement des data. Et cela ne doit pas donner lieu à des débats de clercs qui sont initiés, comme nous le sommes quand même là, un peu tous. Il faut qu'il y ait un débat public. Il faut que Madame Michu aussi puisse dire ce qu'elle souhaite, elle, Madame Michu, que l'on fasse dans ces datas. On n'écoutera peut-être pas que Madame Michu, mais il est important de l'interroger. Le Comité consultatif national d'éthique reste étrangement silencieux sur l'ensemble de ces sujets, y compris sur les aspects de simulation que vous avez, qui ont été exposés ce matin. Il y a une réflexion éthique à avoir et on a bien vu que c'est BVA, je crois, qui présentait, que BVA disait qu'un certain nombre de citoyens sont prêts à dire, après tout, si ça peut être bénéfique pour moi, je suis prêt à tout. Ce qui me rappelle un propos que tenait Anne-Marie Frison-Roche, professeure de droit public. Nos sociétés, je cite de mémoire, sont tellement fascinées par les technologies qu'elles en arrivent elles-mêmes à abdiquer les libertés qui auraient pourtant pu s'épanouir dans ces sociétés. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. C'est le citoyen qui abdique lui-même ses libertés. Alors parfois, d'ailleurs, on peut le diriger un peu pour qu'il abdique ses libertés, mais c'est une véritable interrogation éthique dans une société libre, enfin qui s'est fondée jusqu'à présent sur les libertés individuelles. Les algorithmes, bien évidemment, faut-il aussi que l'algorithme soit intelligent. Le deep learning, qui n'est pas tout à fait à confondre avec l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence non artificielle, elle est aussi capable d'émotions intellectuelles, et que, en tout cas, à ma connaissance du moins, l'intelligence artificielle n'est pas capable d'émotions intellectuelles. Et puis les robots intelligents. Alors le Conseil national de l'ordre va publier au mois de septembre un livre blanc qui va être consacré à ces sujets. Nous avons procédé à des auditions externes et je remercie encore Jérôme Leleu d'avoir pu se libérer pour venir nous instruire, nous donner son regard en tout cas sur ce sujet. Et il s'est trouvé, c'était le hasard du calendrier, que le jour où il est venu, le président de la Conférence nationale des doyens venait également ce jour même. Donc vous voyez, ça résonne avec mes propos introductifs. Alors l'acceptabilité sociale, elle repose sur les réflexions que je vous ai livrées sur la protection des libertés, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait des datas, est-ce qu'on abdique les libertés ou pas, c'est un débat sociétal, c'est un débat social. Le Conseil national de l'ordre, pour ce qui le concerne, après les élections présidentielles, il l'a fait avant, mais là, nous sommes quand même institutionnellement tenus à un devoir de réserve. Nous redirons que ce sujet-là doit être mis en débat social, et nous avons d'ailleurs également un partenariat avec le Conseil national du numérique. Et puis enfin, au niveau de l'acceptabilité sociale, il faut faire attention à la fracture. Il y a de fait une fracture générationnelle, y compris dans la formation. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Guy Valencien, qui dit en gros dans son propos, les vieux, écoutez, vous en occupez pas, il n'y a qu'à les laisser mourir et le problème se réglera physiologiquement. Je crois qu'il faut éviter... Je caricature. Je peux l'accompagner dans cette voie-là. D'ailleurs, nous allons nous autodétruire nous-mêmes, Guy et moi, finalement. Mais il y a une fracture générationnelle et il ne faut pas que le numérique ajoute à cette fracture. Il y a également des fractures culturelles, je dirais, pour l'appropriation du numérique, il faut en tenir compte. Et puis enfin, il y a des fractures géographiques.
La France, et tout ce qui a été présenté ce matin, la France est encore victime d'une fracture numérique. On dit non, c'est pas vrai maintenant, sur toutes les places de la mairie, on a accès à Internet. Sur la place de la mairie, oui, mais il suffit que le café du coin soit distant de 100 mètres pour qu'il n'y a plus l'accès Internet. Donc c'est un véritable sujet, nous semble-t-il en tout cas, au nom de l'équité dans l'accès aux soins et dans l'accès à l'accompagnement, qu'il n'y ait pas de fracture numérique. Et ma conclusion, c'est qu'il faut innover. Alors, Dieu sait si on a vu de l'innovation. C'est merveilleux, moi je suis content. J'avais dit d'ailleurs à Jérôme, et je vous l'avais répété, je ne viendrai pas conclure comme un ministre qui arrive et qui fait son... Je ne suis pas ministre, hein, et qui fait son topo sans avoir assisté au colloque. Donc là, j'ai été vraiment très intéressant, mais il faut innover aussi dans les territoires. Et ça rejoint ce que disait Guy Valencien sur la norme. Il ne faut pas vouloir nécessairement donner un modèle unique. Et nous avons hier, d'ailleurs, c'est aussi le hasard du calendrier, réuni les doyens, encore eux, vous allez dire qu'on flirte en permanence avec eux, mais il y avait également les maires des villes de France et notamment le maire des villes rurales. Il y avait l'Union des professionnels de santé régionaux, il y avait les jeunes médecins, parce que nous n'allons quand même pas donner la règle pour ceux qui vont exercer dans le monde qu'on est en train de construire. Et il ne faut donc pas que dans les réflexions que l'on a au niveau des industriels et des start-up, raisonner uniquement en termes de marché global. Mais il peut y avoir, alors je sais bien que ça intéresse moins peut-être, mais il peut y avoir des aspects territoriaux qui peuvent accompagner l'innovation. Voilà, je vous remercie de ces propos un peu décousus, ou en tout cas en survol rapide. Décousus, on aimerait bien être décousu comme ça. Merci pour cette brillante synthèse et conclusion, docteur Lucas, merci beaucoup.